Quelle croissance pour la France en 2023? Réponse, elle fait soupirer avec Marc Petit. Ouais, c'est vrai, parce que... Ouais. Bonjour David, déjà. Bonjour, ça va? Ouais, très bien, toujours. Bon, le président Macron a reconnu que la croissance française sera inférieure à la prévision du gouvernement, qui est toujours de 1%. Le président qui parle de 0,5 à 0,7% de croissance pour l'année prochaine. Et ce pourrait être encore moins. Oui, je pense. Alors moi, encore une fois, bon, on n'est pas devin, hein, mais enfin, on fait des petites prévisions. Alors, tout le problème, c'est que déjà le quatrième trimestre, on n'a pas encore les chiffres, bien sûr. Quatrième trimestre en 2022. La consommation n'est pas bonne sur la fin d'année. Hein. Mais surtout, il y a la production industrielle. C'est effondré. Vous savez quel est le niveau de la production industrielle aujourd'hui en France? Alors, une petite question. Ouais. Alors, en dehors de 2020, parce que c'était un événement particulier, un plus bas depuis octobre 2009. Le niveau de la production industrielle française, vous vous rendez compte, 2009. C'est la consommation qui est importante en France. Non, mais tout est important. Ouais. Bien sûr, la production industrielle, même si l'industrie, c'est plus grand-chose, mais quand même, c'est quand même important. C'est la locomotive un peu de certaines économies. Parallèlement, déficit extérieur qui ne cesse de se creuser, on a des records, 150 milliards d'euros. C'est lié à l'énergie. Non, pas seulement. Ça aussi, ça c'est une erreur, parce que, vous voyez, quand on regarde le déficit extérieur hors énergie, on est également à près de 80 milliards d'euros. Alors c'est moins que 150, c'est sûr, mais c'est quand même un record historique. Donc bien sûr qu'il y a l'énergie qui joue, ça n'arrange pas les choses, mais même hors énergie, nous sommes sur un record historique de déficit extérieur. Donc c'est trop facile de dire « Ah ben c'est à cause de ci, c'est à cause de ça ». Non, on a un problème structurel, malheureusement, de compétitivité. Donc production industrielle, commerce extérieur, et bien sûr, vous l'avez dit, consommation. Parce que c'était le nerf de la guerre. Sur le chiffre d'octobre qu'on a eu. La consommation, tout à fait, avec une baisse donc de 5%, plus de 5%, en glissement annuel. C'est des chiffres quand même assez dramatiques. Et parallèlement, c'est vrai que jusqu'à présent, si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat, c'est des indicateurs avancés de l'économie, on s'en sortait bien sur les services, grâce au tourisme. Mais depuis octobre-novembre, ça y est, les services aussi. Jusqu'à présent, sur 2022, on aura quand même fait 2,5% de croissance. Tout le monde rigolait sur ces prévisions du gouvernement. Au final, l'économie française a été assez résiliente jusqu'à présent. Pourquoi elle ne le serait pas encore l'an prochain, en 2023 ? C'est que ça a coûté très cher, tout ça. C'est-à-dire qu'on a continué le quoi qu'il en coûte. Il ne faut pas l'oublier, encore une fois. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'en 2 ans, la dette publique a augmenté de 550 milliards d'euros. Il ne faut quand même pas l'oublier. De combien a augmenté le PIB français avec l'inflation? De 150 milliards. Non, 400. Ils sont passés où? Parce que je veux dire, le problème, c'est qu'on a mis énormément de moyens pour finalement un petit impact positif sur... Mais si on ne l'avait pas fait, dans quel état on serait? Pas sûr. Pas sûr, parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup de déperditions. Par exemple, quand on a augmenté, alors c'était en 2020, c'est vrai, l'épargne des Français a augmenté de 200 milliards d'euros, vous vous souvenez? Et à l'époque, on disait, bon, c'est pas grave, parce qu'après, ça va être réinjecté dans le circuit économique. On vient de le voir, la consommation s'effondre. Les Français ont peur de l'avenir, donc ils maintiennent un taux d'épargne qui est élevé. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, on a eu une erreur, une sorte de fuite en avant, si vous voulez. On s'est dit, bon allez, on gagne du temps, quoi qu'il en coûte, on dépense, c'est pas grave, c'est la BCE qui finance. Je l'ai dit à Bruno Le Maire à plusieurs reprises, j'ai dit, faites attention, là, pas en 2020, à la rigueur, bon, début 2020, on peut comprendre, mais après, pourquoi on a continué? Il m'a répondu, non, mais vous inquiétez pas, c'est la BCE qui finance. C'est incroyable. Tout ça pour, entre guillemets, la paix sociale, comme on dit, regardez le bouclier tarifaire, ça a coûté une fortune. Finalement, l'inflation, elle va atteindre 8% en France, peut-être même 10%. Oui, mais sans ce bouclier, l'inflation serait à 10, 12 ou 13. Oui, encore une fois... en tout cas, 3 points de plus, nous a dit l'INSEE. Il y avait un autre moyen de le faire. On aurait pu, effectivement... Encore une fois, il faut que l'État agisse dans l'économie. C'est bien, enfin, ça dépend où, mais c'est bien généralement. Mais il faut que ça soit crédible. Si on lâche n'importe comment, si on arrose le sable, ça ne sert à rien. Il aurait fallu des mesures plus ciblées. Mais bien sûr, on le sait très bien. Regardez les défaillances d'entreprises. Ça, c'est très intéressant parce que on a eu, donc, comme vous le savez, en 2020, la plus grave récession de l'histoire de France. Pourtant, on n'a jamais eu aussi peu de faillites dans l'histoire de France, depuis qu'on a des statistiques, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un problème. On a une récession dramatique, il n'y a pas de faillite. Vous voyez, voilà. Et maintenant, ces faillites sont en train d'arriver. Et on a aujourd'hui une hausse des défaillances d'entreprises en France, en glissement annuel, de 70%. On part d'un niveau très bas. On part d'un niveau très bas, mais c'est la tendance. Parce que justement, je pense que pendant le coronavirus, de toute façon, on était enfermés, etc. C'était le cauchemar. Donc, c'était inévitable qu'il y ait des faillites d'entreprise, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, encore une fois, les bonnes entreprises, il fallait les sauver. Mais certaines, de toute façon, qui devaient s'arrêter, on les a aidées quand même. Il y a eu beaucoup de déperditions. Alors qu'aujourd'hui, justement, c'est maintenant qu'il faut aider les entreprises qui le méritent. C'est maintenant qu'il faut lutter contre l'inflation. Sauf que là, on n'a plus de cartouches. On a tout dépensé en 2020-2021, et maintenant, évidemment, on n'a plus de cartouches. Donc, ce qui fait qu'on a effectivement cette récession qui est en train d'arriver, parce qu'on n'a fait que gagner du temps. En fin d'année, là, on y est déjà. Bien sûr. Enfin, encore une fois, on ne peut pas éviter l'inévitable. On ne fait que gagner du temps. Et donc,
au 4e trimestre, le PIB français va baisser. Enfin, on aura les chiffres donc fin janvier, mais a priori, si on voit les indicateurs avancés, alors évidemment, sauf si on embauche comme d'habitude David Copperfield à l'INSEE et on sort des chiffres mirobolants, mais bon, globalement, si on regarde l'indicateur avancé... On fera quoi alors sur le 4e trimestre? Je pense, dans mes prévisions, j'ai mis moins 0,4, moins 0,5 de baisse donc, du PIB hors inflation au 4e trimestre. Et au premier trimestre 2023. Et au premier trimestre, on aura également une nouvelle baisse du PIB, parce que là, il y a l'effet inflation qui n'est pas du tout encore on va dire, intégré, puisque l'ensemble des prix administrés notamment va augmenter, les entreprises vont décaler, donc vont intégrer la hausse des prix de 2022 au début de 2023. Donc là, je ne réponds plus de rien, si vous voulez, ça veut dire qu'il va avoir un impact continue sur la consommation. Donc on aura une nouvelle baisse. 2 trimestres de baisse du PIB, donc la récession a déjà commencé. 4e trimestre 2022, premier trimestre 2023. Donc là, après, le problème pour 2023, c'est qu'on a un effet de base donc, négatif, ce qu'on appelle un effet d'acquis. C'est-à-dire l'acquis de croissance, c'est-à-dire que si le PIB fait 0 sur 2023... Sur le 2e, 3e et 4e trimestre. Comme on part du négatif au 4e et au premier trimestre, ça va être dur de faire plus que 0,2% de croissance en moyenne annuelle. Alors, donc on va faire 0 plus, quoi. Voilà, autour des 0%. Autour des 0% de croissance sur 2023. Le problème, c'est le rebond. Est-ce que le rebond sera fort ou pas? Alors là, ça dépend de beaucoup de facteurs. Bien sûr, la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle va s'arrêter? On peut avoir un effet positif. Est-ce qu'on va avoir également, je dirais, un effet pas trop négatif, on va dire des risques sociaux et sociétaux? Parce que aussi, on n'en parle pas. Quand même des risques sociétaux qui sont là, où les Français sont extrêmement inquiets. Il y a des manifs qui se préparent, peut-être des grèves et autres. Il y a la réforme des retraites. La réforme des retraites, ce qu'elle va passer, bon, à l'arrière, aujourd'hui, le problème, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Le vrai enjeu, aujourd'hui, il est là. Et on est en train de payer tous ces dérapages de la gestion du coronavirus, donc qui fait que, malheureusement, bon, on a des risques. Alors, bien sûr, j'espère qu'on ne va pas nous réenfermer encore. Non, je ne pense pas, mais enfin bon, on ne va pas nous mettre encore des restrictions sanitaires, etc. Parce que là, de nouveau, que va faire le gouvernement? Il va encore donner des chèques, machin, bon. Non, franchement, encore une fois... Avec un déficit public qui va tangenter les 6%, les marges de manœuvre ne seront pas... Exactement. Que si on a une croissance de 0, donc avec une récession, les conséquences, c'est que, le chômage va repartir à la hausse, malheureusement. Pour l'instant, l'emploi tient très bien. L'emploi très bien, c'est vrai, de catégorie A également. 400 000 créations de postes sur 2022. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est vrai, non, mais encore une fois, n'oublions pas deux choses. C'est que l'emploi est une variable retardée de l'activité. Ouais. Ça veut dire ça va bien sur l'activité et après, 6 mois après, ça redémarre. Le problème, c'est que on a aujourd'hui donc, une récession qui arrive, donc ça va arriver sur les chiffres de l'emploi dans les 6 prochains mois, et on a toujours des fameuses pénuries de main-d'œuvre. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui qui ont encore du boulot, entre guillemets, elles ne peuvent pas embaucher parce qu'il n'y a personne en face. Et donc là, il faut regarder non pas le taux de chômage de catégorie A, parce que catégorie A, vous savez, c'est les chômeurs, entre guillemets, labellisés, ça veut dire qui n'ont pas du tout travaillé, ils sont immédiatement disponibles, et ils font une démarche active de recherche d'emploi. OK. Donc c'est bon, mais si vous regardez ce qu'on appelle le sous-emploi, ça veut dire tous les chômeurs, on est plutôt autour des 16% de taux de chômage en France. Vous voyez, donc elles sont là, les pénuries, elles sont là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des Français qui, bon, soit ils sont plus dans le marché du travail, soit ils sont découragés, soit ils n'ont pas les formations, tout simplement. Ils n'ont pas les compétences. Et parce qu'on ne leur a pas donné. On a effectivement plein de formations en France, mais ce n'est pas ce que veulent les entreprises, donc forcément, ça bloque. Ce qui fait qu'on a cette situation où le marché du travail va être compliqué. Et puis, troisième point, le déficit public. Parce qu'ils vont encore flamber, on va atteindre au moins 6% en 2023, et donc si le déficit public continue d'augmenter, eh bien on va avoir, je dirais, le prolongement de la hausse des taux d'intérêt des obligations d'État. Ça coûtera toujours plus cher. Voilà, ça va coûter plus cher à l'État, charge de la dette, et surtout ça va casser encore plus la croissance. Dernier point sur la France, on en reparlera dans notre vidéo je crois, mais c'est l'immobilier. Là aussi qui était quand même le nerf de la guerre, entre guillemets, quand le bâtiment va, tout va, vous connaissez le dicton. L'inverse est vrai. Quand le bâtiment ne va pas, rien ne va, entre guillemets. C'est-à-dire que globalement, on a aujourd'hui une situation où... Donc croissance zéro, en tout cas, croissance zéro. Croissance zéro en 2023, avec encore une fois une année en 2 temps. C'est-à-dire que première partie va être fin 2022, début 2023, jusqu'à l'été, ça va être compliqué. Après, on pourrait avoir effectivement un redémarrage. Donc tout dépendra de l'ampleur du redémarrage. Après, ça ira un petit peu mieux pour 2024. Mais encore ne l'oublions pas, je veux dire, le problème, c'est la croissance structurelle française. On l'oublie. Mais vous savez, depuis 2007... De combien a augmenté le PIB français en moyenne depuis 2007? Allez, petite devinette. Un petit 1%? 0,7%. Vous vous rendez compte? 0,7%. Voilà, c'est ça la croissance structurelle française. C'est entre 0,7 et 1, on va dire, de croissance structurelle. Donc c'est notre niveau normal de croissance. Donc après, qu'on ne fasse pas des rêves en disant oui, on va atteindre 2,5, 3%. Les réformes des retraites, etc., depuis des années, à chaque fois, elles nous disent bon, prévision de croissance, 2,5% par an. Taux de chômage, 5,5%. OK, mais bon, OK, ça c'est le Père Noël, si vous voulez, mais à part ça, non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la réalité économique. Donc, ce qui nous coûte très cher en France, je pense, c'est le déni de réalité. C'est-à-dire le fait que, malheureusement,
comme on ne dit pas la réalité aux Français, on ne dit pas la vérité aux Français, rappelez-vous, il y a encore quelques mois, on disait il n'y aura pas d'inflation en France. Ici même, d'ailleurs, on a fait une vidéo qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, où j'avais dit oui, il faut dire la vérité aux Français, où l'inflation va augmenter. Mais on ne voulait pas le dire. Sauf que ça arrive finalement, et quand on est face à l'inflation, les Français ne comprennent pas. C'est ça qui crée des tensions sociales et sociétales. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Sachant que pour beaucoup de ménages français aujourd'hui, l'inflation elle n'est pas à 6 ou 7, elle est déjà à 12, 13. Ouais. Parce que pour beaucoup de ménages français, la part de l'alimentaire et de l'énergie est plus importante dans leur panier de biens. Ce qui veut dire qu'on est déjà à 12% d'inflation. Donc là, on crée une distance entre guillemets, les élites et puis les Français, où globalement, ils se disent, mais je ne me retrouve pas dans ce que moi je vois quand je fais des chroniques sur l'inflation, que je donne simplement les chiffres de l'INSEE, c'est-à-dire 6,2 aux normes INSEE, 7,1 aux normes de la zone euro. On me dit mais vous rigolez, allez faire vos courses, etc. Et c'est vrai, quand vous allez faire vos courses, vous voyez. Et par contre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce risque. Mais ça veut dire que les stats ne sont pas conformes à la réalité ? Mais non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ajuste avec un peu de retard les statistiques de l'INSEE. Ils font du gros boulot, hein, l'INSEE, à la Banque de France, je le conçois, mais si vous voulez, pour raconter une petite anecdote, j'avais vécu ça en 98-2000 à l'époque, où justement j'étais très optimiste, parce que j'avais dit qu'il allait y avoir une croissance de 3%. Et il me dit, mais non, c'est impossible, etc. Et en fait, parce que l'INSEE après a révisé ses chiffres, parce qu'elle n'intégrait pas toute justement la révolution de l'Internet, c'était pas encore intégré dans les chiffres. Donc là, c'est pareil, on a toujours un décalage dans le temps, et donc c'est vrai que des fois, les statistiques ne reflètent pas la réalité économique. Bon voilà, en tout cas, une croissance quasi nulle en 2023, c'est ce qui nous pend en nez. Malheureusement, je suis désolé. Hein. Mais bon, j'espère que ça ira mieux après, mais encore une fois, les crises sont des phases d'opportunité, c'est sûr, donc il faut regarder, encore une fois, il faut rester optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Et tant qu'on ne changera pas la France, tant qu'on ne modernisera pas la France, tant qu'on ne créera pas du lien, je dirais, social et sociétal en France, ben on restera condamné à une croissance folle, malheureusement. Allez, merci beaucoup. Salut Marc. Ciao. Bye.